Alors, je vais vous introduire donc cette thématique du sport et de l'activité physique adaptée de la journée. Donc, cette thématique du sport et de l'activité physique nous est venue tout d'abord, en fait, au sein de l'équipe Oscar, à travers l'idée d'une enquête pour connaître donc les pratiques et les pratiques des patients en la matière. On en a discuté dans le cadre du GT1 et il nous est ensuite apparu assez vite que ce sujet, en fait, relativement récent dans son lien avec les maladies chroniques et la perte d'autonomie, puisqu'il s'agit là de la loi du 2 mars 2022, on y reviendra tout à l'heure, une thématique aussi diversifiée sur le plan des disciplines impliquées, et aussi socialement rassembleuse, donc, pouvait constituer la thématique générale de notre prochaine journée nationale. Donc, nous y voilà. Alors, on sait aujourd'hui qu'une activité physique et sportive régulière a des répercussions positives multiples sur le corps, sur le psychisme, sur la socialisation, sur les soins aussi. On sait par exemple avec la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie, qu'un corps mieux préparé appréhende plus facilement des gestes chirurgicaux et a une meilleure récupération post-opératoire. On sait aussi, s'agissant de l'activité physique adaptée, que les contre-indications sont rares et le plus souvent temporaires. Donc, vous l'avez compris, ce n'est pas tant ici du sport performance, en fait, que l'on va parler. Ce n'est pas le sport performance qui sera mis en avant aujourd'hui, mais le sport dans son usage bien-être et surtout santé. Alors, on s'est efforcé dans la programmation de répondre justement à toutes les qualités de ce sujet, de le déployer à travers donc différentes interventions, une analyse sur le plan des politiques publiques, des sciences sociales, des points de vue aussi des professionnels impliqués, les APA, les médecins, et bien sûr des témoignages de patients qui ont, parfois contre vents et marées, fait de l'activité physique et du sport de véritables alliés de leur quotidien, et donc ils partageront aussi leur expérience. Donc, on va démarrer là maintenant pour les 2 premières interventions donc, sur cette thématique, avec le docteur Bléry de l'ARS Île-de-France, qui va nous poser le cadre socio-historique du sport santé. Et puis donc moi-même, ensuite, je vous présenterai les principaux résultats de l'enquête Oscar. Vous aurez ensuite donc quelques minutes pour poser vos questions, un peu plus de temps même que prévu. Et on poursuivra ensuite, après la pause déjeuner, à partir de 14h, avec la table ronde proprement dite, avec des retours d'expérience de professionnels et des témoignages donc, de plusieurs patients. Je vous les présenterai donc, cet après-midi. Donc je laisse la place au docteur Bléry. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc ça va être une présentation très très différente des présentations précédentes. Donc moi je suis Élise Bléry, je suis médecin, mais ça fait bien longtemps que j'exerce plus, donc je suis à l'ARS Île-de-France et je vais vous présenter un peu le cadre justement institutionnel du sport santé, parce que maintenant il y a un cadre institutionnel, ce qui constitue quand même toujours normalement un levier pour la promotion d'une activité. Alors, la première diapo, c'est une diapo très simple, en fait, parce qu'en fait, le terme sport santé, ce n'est pas du tout un bon terme. Si on veut décrire vraiment ce qu'il recouvre, ça parle à tout le monde, mais pour autant, au sein du concept ou de la démarche sport santé, il y a quand même plusieurs types d'activités. Et la première activité, c'est la lutte contre la sédentarité. La lutte contre la sédentarité, ça a une définition qui est différente, vous allez voir, de la promotion de l'activité physique. Donc, qu'est-ce que c'est avoir une activité, lutter contre la sédentarité? Bon, c'est très simple, la définition. C'est produire un mouvement, le fait que le corps produise un mouvement. Et donc, vous voyez qu'on a 3 pôles. Donc, la sédentarité, c'est au quotidien. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre dans son quotidien, en fait, pour mettre son corps en mouvement, en quelque sorte.
Il y a l'activité physique, la promotion de l'activité physique. Donc là, on est plus sur, par exemple, des personnes qui n'ont pas d'activité, on va dire, sportive adaptée, auxquelles on va proposer de prendre ou de mettre en œuvre ou de reprendre une activité physique dans un objectif de santé. Et puis, il y a le sport dit sur ordonnance, qui a un cadre bien particulier et des prérogatives. Voilà, donc les premières définitions, vous voyez qu'il y a eu pas mal de campagnes qui sont en cours ou qui ont eu lieu et qui vont venir, et en particulier donc, pour promouvoir, de passer de l'inactivité physique à l'activité physique, avec des références et puis des petits on va dire jalons pour avoir des repères au quotidien sur son adéquation en fait aux recommandations. De la même façon, enfin, le focus c'est pas sur ces diapos-là, mais de la même façon sur la sédentarité, parce qu'en fait, on peut être un grand sportif et être sédentaire. En fait, on peut faire faire un jogging de 35 km le dimanche et pour autant, toute la semaine, être devant son ordinateur pendant 12 heures par jour. Donc, on sera défini comme sédentaire en termes dans les recommandations. Et pour autant, bien sûr, on sera peut-être un sportif de haut niveau. Donc, on distingue toujours ces deux champs dans l'analyse de chacun, en fait, de l'activité de chacun. Donc, c'est des choses très simples, hein, c'est qu'en gros, nous ne sommes pas suffisamment actifs, globalement dans la population, mais c'est quand même dans des proportions très importantes. Et vous voyez que là, c'est une étude qui a été faite au niveau national, qui inclut donc les temps de loisirs, de transport, enfin vraiment le quotidien de la personne, et on arrive à des taux quand même de plus d'un tiers de la population qui ne serait pas suffisamment active au sens de l'activité physique comme facteur de santé. Donc après, c'est très simple en fait, hein, les messages de l'activité physique. On voit qu'aujourd'hui, c'est déjà ancien en fait, hein, les publications sur le sujet, mais on s'en saisit peut-être un peu plus aujourd'hui. En tout cas, le risque est attribuable à l'inactivité physique. Il serait aujourd'hui devant, en termes de mortalité, le risque attribué au tabac. Ce n'est pas forcément ce qu'on a à l'esprit quand on réfléchit à l'inactivité physique, mais ça a vraiment un impact majeur. Voilà, donc la pratique d'une activité physique régulière, ça agit à peu près sur tout, hein, tous les volets de la santé et à peu près sur tous les stades de la prévention. Ça agit en prévention primaire, il y a une action en prévention primaire, il y a une action en prévention secondaire, il y a une action en prévention tertiaire. Et on voit qu'une pratique régulière d'activité physique baisse de façon majeure le risque de survenue des pathologies chroniques, mais ça améliore aussi, par exemple, la réponse au traitement, ça améliore la récupération, ça améliore la santé mentale. Enfin, il y a énormément de bénéfices. Donc là, c'est les grands groupes de pathologies qui bénéficient de l'activité physique. Évidemment, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, les dyslipidémies, les cancers, et puis l'ostéoporose, et puis beaucoup plus globalement, la pratique d'activité physique diminue la mortalité prématurée. Voilà, donc de la même manière, on améliore sa santé mentale, on diminue normalement son risque de prise de poids, et on améliore son bien-être émotionnel, l'estime de soi, la confiance en soi et les compétences. Donc en gros, on améliore sa qualité de vie. Dans l'enfance, il y a un intérêt particulier dans l'enfance, déjà parce qu'on considère qu'il y a un ancrage des habitudes. Il y a des bienfaits, quand les bienfaits sont ancrés dès l'enfance, eh bien, évidemment, on imagine que ça va se poursuivre à l'âge adulte, mais il y a aussi, au-delà des bienfaits sur la santé telle qu'on l'imagine, il y a aussi c'est un élément, comme ça a été évoqué en introduction,
qui favorise la cohésion sociale, ça favorise la réussite scolaire, ça aide à la concentration et ça aide à la confiance en soi. Et on a rajouté le terme plaisir parce qu'en fait, vous allez voir que dans les recommandations pour la promotion de l'activité physique, il y a toujours l'idée de proposer quelque chose qui est extrêmement adapté à la personne et qui n'est pas contraint. Enfin, on ne va pas forcer quelqu'un à faire de la boxe ou du judo ou faire. Enfin, il faut que ça corresponde à votre vie et à vos envies. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, évidemment, un intérêt également. Ça diminue de façon importante le risque de sarcopénie. Il y a tout un volet aussi sur le maintien de l'équilibre et la diminution du risque de chute. Et ça a un effet bénéfique sur ça limite le déclin cognitif. Là, c'est une diapo très simple, ça a été dit un peu en introduction. C'est les recommandations sur l'activité physique. L'HS a produit beaucoup de documents, donc c'est vraiment le socle des recommandations pour nous, avec une actualisation très récente. Mais le grand message, quand même, c'est que, en gros, l'activité physique, ça bénéficie à la santé et qu'il y a très peu, en fait, de risques liée à la pratique de l'activité physique si elle est évidemment adaptée et personnalisée en fait à chacun. Donc même les personnes qui pourraient être considérées comme possédant un risque élevé peuvent bénéficier d'une activité physique si bien sûr elle est adaptée. Alors le cadre réglementaire, donc en fait ça a été évoqué, il y a un cadre réglementaire qui est plus ancien, qui est je ne sais plus si c'est le diapo d'après, voilà, qui date de 2016. Donc en 2016, il y a un texte qui est passé dans la loi de modernisation du système de santé. Il a été prévu la possibilité de prescrire de l'activité physique. Donc c'était le cadre de cette prescription, c'était le médecin traitant qui devait prescrire l'activité physique et c'était réservé, entre guillemets, aux patients en affection de longue durée, atteints de maladies chroniques reconnues en affection de longue durée. Cette année, en 2022, en mars, il y a une loi beaucoup plus globale qui s'appelle la loi de démocratisation du sport, qui a un volet santé et qui a élargi très fortement le périmètre du cadre de la loi de 2016. Donc, il a élargi le cadre de la population cible. Donc, on passe des patients qui sont en ALD aux patients qui sont, par exemple, en perte d'autonomie. On le détaillera après. Il a élargi le cadre des catégories de prescripteurs. Il a précisé aussi les personnes qui sont qualifiées pour pour réaliser l'accompagnement à l'activité physique en fonction justement du type de personnes concernées. Donc, hop, je fais une petite marche arrière. Voilà. Donc en fait, ce qui a changé dans la loi de 2022, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on passe de la maladie chronique, on passe des ALD, donc qui était quand même un petit morceau des maladies chroniques, à l'ensemble des maladies chroniques, aux facteurs de risque de survenue d'une maladie chronique et aux personnes en perte d'autonomie. Donc vous voyez qu'on a un champ qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et puis la prescription n'est plus réservée aux médecins traitants, mais elle est promue auprès de tous les médecins qui interviennent dans la prise en charge d'un patient. C'est la même. Alors, voilà. Donc, pour chacun de ces chapitres, donc la prescription, le public cible et chacun de ces chapitres va bénéficier, va être en tout cas précisé par décret. Et donc, en particulier, la dispensation de la prescription, ce qui était prévu dans la loi, c'est que l'accompagnement à l'activité physique, en fonction en fait des limitations fonctionnelles et du bilan initial qui sera réalisé par le médecin traitant sur son patient, en fonction de ce bilan initial, évidemment, ce ne sera pas le même type de professionnel qui va prendre en charge l'accompagnement à l'activité physique. Donc parmi les professionnels qui sont qualifiés,
il y a les masseurs kinés, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, et ensuite il y a les enseignants dits APA, je crois que d'ailleurs il y en a certains qui interviennent après, qui ont une qualification spécifique au sport santé. Et ensuite, en fonction justement du score, enfin du niveau dans lequel et de la catégorie d'activité physique qui est requise, des éducateurs sportifs qui auront validé certaines compétences pourront aussi accompagner des personnes. Et voilà, les personnes qui sont dites certifiées par les fédérations sportives. Donc il y a une gradation à la fois dans la qualification de votre besoin, et bien sûr, en regard, il y a les professionnels avec des compétences différentes. Voilà, donc le cadre réglementaire, bon, il y a toujours plein de plans, multiples plans, mais ce qui est vraiment le socle, c'est les recommandations de l'HAS qui ont été mises à jour. Et si vous allez sur le site de la HAS, vous allez voir qu'il y a un guide de prescription, il y a énormément d'outils, et il y a des fiches et référentiels par grand groupe de pathologies. Il y a environ 20 fiches. Alors, évidemment, ça ne couvre pas du tout le champ de la population générale et de toutes les pathologies, mais c'est vrai que ça couvre des grands champs comme les maladies cardio-métaboliques ou des grandes populations comme les personnes âgées. Voilà, donc là, c'est un exemple. En fait, un patient donc, va voir son médecin va considérer qu'il peut bénéficier d'une activité physique encadrée, et donc va réaliser un bilan de son activité physique. Il y a plusieurs volets. Évidemment, il y a un volet cardiovasculaire, puisque la hantise, c'est toujours le risque cardiovasculaire à l'effort. Mais après, il y a un volet très important sur les limitations fonctionnelles. Donc, c'est ces limitations fonctionnelles c'est ce bilan, on va dire, qui va permettre de déterminer le besoin du patient et la compétence requise en regard. C'est ce que la HAS appelle les phénotypes fonctionnels dans ses recommandations. Bon, je ne vous ai pas tout cité, parce qu'en fait, il y en a plein, mais enfin, la structure, en gros, c'est ça. Voilà. Et dans les limitations fonctionnelles, vous voyez qu'il y a des limitations physiques, mais il y a aussi d'autres critères, comme les fonctions cognitives, bien sûr, et les fonctions sensorielles. Voilà. Et dans le bilan initial réalisé par le médecin qui va prescrire l'activité physique, il va y avoir une évaluation aussi de la motivation du patient. Le patient peut avoir un grand besoin d'activité physique et pour autant pas du tout être motivé. Donc il y a vraiment un gros travail motivationnel qui va être enclenché, on va dire, par le médecin traitant au moment où il va essayer de convaincre son patient de l'intérêt de l'activité physique. Et puis bien sûr, ce travail il va être poursuivi par tous les acteurs qui vont prendre en charge l'activité physique. Et le patient, lui, va devoir au départ faire un auto-bilan un peu. Donc il y a un document également qui existe dans les documents de la HAS, où le patient a un petit questionnaire à remplir qui lui permet à la fois de prendre conscience peut-être de son besoin, et c'est sur la base de ce questionnaire également que son besoin va être qualifié et transcrit en prescription. Donc il y a un document de prescription qui va, pour le médecin, qui va devoir préciser au professionnel qui mettra en œuvre la prise en charge de l'accompagnement à l'activité physique, le type d'activité requise, la compétence de l'intervenant requis et les précautions particulières éventuelles à prendre en compte. Voilà, alors on a mis dans la loi du 2 mars 2022, il y a eu aussi une proposition, vous savez, pour revoir l'obligation de présenter un certificat de contre-indication au sport, mais là c'est dans un cadre, c'est pour donc ça dépend des fédérations en fait. Chaque fédération va déterminer s'il est nécessaire ou pas chaque année de donner son sacro-saint certificat de contre-indication au sport, mais là on n'est pas dans le cadre du sport santé. Voilà. Alors pour autant, malgré tout ça, ce n'est pas pris en charge financièrement. Mais sinon, ça serait... Mais...
C'était trop beau, je sais. Oui, oui. Bon, alors c'est un grand débat. Donc c'est en cours. Vous voyez, il y a une petite phrase en bleu quand même en bas. Voilà. Non, c'est un sujet. Donc il n'y a pas aujourd'hui de prise en charge directe entre guillemets de la prestation d'accompagnement par les professionnels. Pour autant, il y a plein de dispositifs qui sont quand même existants. Et en ce moment, il y a un rapport au gouvernement pour déterminer justement qu'est-ce que pourrait être le panier de soins et qu'est-ce qui pourrait être pris en charge. Parce qu'on est quand même... bon, là, on est dans un cadre particulier, mais l'idée, c'est pas non plus de payer la salle de fitness. Voilà, hein. Donc, il y a besoin d'un cadre quand même. Voilà. Donc, je pense que vous-même, vous n'avez pas envie de financer la salle de fitness de votre voisine si ce n'est pas requis. Voilà. Donc, il y a une réflexion assez logique sur le panier de soins. Il y a eu un rapport donc, au Parlement avec des propositions. Et surtout, ces propositions, elles s'appuient bien sûr sur les recommandations, mais aussi sur de multiples expérimentations. Donc, vous connaissez peut-être l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui a mené des expérimentations dans divers domaines et qui a proposé des modèles économiques, justement, pour financer, entre guillemets, le sport santé. Les ARS, elles financent aussi sur leurs fonds propres des accompagnements ou des prises en charge. Mais bon, c'est vrai que tout ça n'est pas le cadre national, donc on a besoin d'un cadre national, c'est clair, et d'un financement. Donc les professionnels, eux, sont rémunérés pour les professionnels de santé sont rémunérés pour leurs actes de bilan et d'expertise, mais c'est vrai qu'ensuite, voilà, le patient, il est orienté, mais ce n'est pas forcément pris en charge, sauf si ça bénéficie donc d'un financement à titre expérimental. Voilà, donc on attend tous, évidemment, que ça soit financé. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu complexe de faire la promotion au quotidien d'une activité ou d'un levier de promotion de la santé et après d'être confronté au financement. Et en plus, pour nous, enfin pour tout le monde, mais pour nous, c'est particulièrement sensible parce qu'en fait, on ne fait que creuser les inégalités en santé. Donc on voit bien qu'il y a des territoires où il y a particulièrement des besoins particulièrement importants en termes de santé publique et des populations qui bénéficieraient vraiment de la promotion de l'activité physique, de la mise en œuvre de programmes. Et pour autant, c'est parfois les territoires où il y a le moins de moyens pour que individuellement vous puissiez, enfin les patients puissent ou les personnes puissent se faire accompagner. Voilà, donc ça c'est un premier gros sujet. Donc vous voyez un élargissement des prescripteurs, un élargissement des potentiels bénéficiaires. Donc tout ça, ça va être redéfini par décret. Pour les prescripteurs, par exemple, il a été prévu qu'il y a donc tout ce bilan et cette prescription initiale et la mise en œuvre d'un programme, par exemple avec un APA, qui échange régulièrement évidemment avec le médecin, mais le renouvellement de la prescription, dans certains cas, pourra être fait par un kiné. Donc ça, c'est ça qui est en train d'être déterminé et précisé, qui sera précisé par décret. De la même façon, quand on met comme bénéficiaires les personnes qui présentent des facteurs de risque de maladies chroniques, bon, ça englobe quand même et les personnes en perte d'autonomie, ça englobe quand même une énorme partie de la population. Donc tout ça, ça va être c'est en cours de redéfinition. Donc il y aura quand même une liste entre guillemets de personnes éligibles. Pour autant, il y a un autre dispositif qui est issu de cette loi, c'est le fait que dans les établissements sociaux et médico-sociaux, chaque établissement social ou médico-social doit désigner un référent pour l'activité physique et sportive. Donc pour nous, les institutions, entre guillemets, ça va, et pas que pour nous évidemment, mais ça va être une façon de promouvoir cette activité physique, enfin la santé par l'activité physique, et aussi ce sera des interlocuteurs privilégiés, bien sûr, pour mener les actions dans les établissements. Donc ça,
de la même manière, il y a les décrets qui sont en cours. Théoriquement, l'échéance, c'est la fin de l'année. Bon, ce qui peut parfois être un petit peu décalé, mais normalement, c'est la fin de l'année. Voilà. Et puis, là, c'est plus global, c'est plus sur le pilotage des politiques publiques. Il y a une structure qui s'appelle la Conférence régionale du sport, qui regroupe beaucoup les acteurs du sport, parce que vous imaginez que quand on parle de sport-santé, bien sûr, il y a le ministère de la Santé, mais il y a aussi le ministère des Sports, qui est très impliqué dans la dynamique. Et donc, la déclinaison de cette coopération nationale, elle se fait régionalement, au sein d'une conférence régionale du sport qui est présidée par le préfet et qui établit un projet sportif territorial. Et l'intérêt, c'est de mener des actions ensuite et d'avoir des financements, puisqu'il y a une nouvelle structure qui s'appelle la conférence des financeurs du sport. Donc, il y a un programme régional, et à partir de ce programme, il y aura des appels à projets, par exemple, et des financements qui seront attribués aux projets qui s'intégreront dans ce cadre. Voilà. Donc, il n'y a pas de financement direct de l'activité physique adaptée, mais on essaie quand même de... Donc, le projet sportif territorial, ce n'est pas du tout que le sport santé. Le sport santé, c'est un petit bout, on s'est un peu glissé, c'est un peu nouveau, mais voilà, on voit bien que ça prend quand même de plus en plus d'ampleur. Donc là, par exemple, dans le projet territorial régional francilien, il y a beaucoup d'actions dans les collèges. Il y a beaucoup d'actions dans celui à venir. On est en train de réfléchir à, par exemple, des actions dans le milieu du travail. Et il y aura, on a un volet sur justement beaucoup d'actions pour favoriser les personnes en situation de handicap, pour permettre d'accéder justement au sport santé. Donc là, c'est vraiment en réflexion. Mais les deux sous-actions qui pourraient émerger, c'est former les éducateurs sportifs à prendre en charge les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, et financer, parce qu'en fait, la conférence régionale du sport fait appel à des sponsors et des mécènes, et donc on espère financer aussi des véhicules pour pouvoir accompagner les personnes jusqu'au lieu de réalisation de l'activité physique. Voilà. Et enfin, dans le cadre réglementaire, il y a des outils qui s'appellent les maisons sport santé. Et ces maisons sport santé, elles ont fait l'objet de 4 appels à projets nationaux, avec comme objectif d'avoir 500 maisons sport santé sur le territoire national. Donc, on va atteindre, c'est la fin du dernier appel à projet, là, on va atteindre cet objectif fin 2022, je pense qu'on va même le dépasser. L'idée, c'est d'avoir donc ces structures plutôt dans les territoires qui sont dits prioritaires pour nous, donc c'est-à-dire les territoires qui ont des indices par exemple, les quartiers politiques de la ville, les territoires avec des indices de pauvreté ou de santé publique plutôt mauvais par rapport à la population générale. Donc, on essaie d'aller plutôt dans les territoires prioritaires. C'est des structures qui regroupent les professionnels de santé et les professionnels du sport, et en fait qui se positionnent comme des interlocuteurs en fait pour toute personne. C'est des leviers en fait territoriaux qui vont nous aider à organiser en fait l'activité physique sur un territoire. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite se reprendre ou se mettre à une activité physique et sportive avec un accompagnement, et s'adresse évidemment aux personnes qui souffrent de maladies chroniques. C'est des structures un peu de tout statut, donc ça peut être des hôpitaux, ça peut être des clubs de sport, ça peut être comme vous voyez, des associations, et il y en a certaines même qui sont dématérialisées. Bon, il y en a très peu, mais il y en a certaines qui sont dématérialisées. Ah, c'est fini ? Je pensais qu'il restait une diapo. Donc leur mission aux maisons sport santé, c'est d'avoir un niveau d'expertise, donc, et d'orientation. Enfin, leur mission, c'est un niveau d'expertise sur l'activité physique en général et l'activité physique adaptée, et elles permettent normalement d'orienter à la fois les professionnels et les personnes. Donc si vous êtes professionnel
que vous prescrivez du sport santé, enfin, entre guillemets, à vos patients, vous pouvez les adresser à la maison sport santé pour que, au sein de la maison sport santé, ils soient orientés dans l'offre du territoire, vers l'offre du territoire, avec un regard, bien sûr, sur tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire une adéquation entre le besoin de la personne et la compétence qui sera mobilisée au profit de l'activité physique de la personne. Voilà, donc tout ça, c'est les dispositifs nationaux. Bon, en Île-de-France, enfin, toutes les régions, normalement, se sont organisées sur le sujet depuis 2016. Vous voyez que c'est un peu quand même particulier comme thématique, parce qu'à la fois, il y a une multitude de publications qui insistent, valident le fait, l'intérêt à tous les stades de la vie de l'activité physique pour la santé, et que pour autant, bon, ça a fait rire tout le monde l'histoire des financements, mais c'est vrai que bon, bah, malgré tout, c'est quand même un gros levier. Voilà, c'est maintenant, on va dire, que le ministère de la Santé va réfléchir vraiment à ce financement. Voilà. Donc on espère qu'à très court terme, on aura, en plus de tous les leviers existants, un financement qui nous aidera à accompagner les personnes. Voilà. Bon, je vais vous... Des petites pauses... vous présenter l'enquête Oscar. Alors, donc c'est une enquête que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a été proposée dans le cadre du GT1 Parcours de soins. L'objectif était de dresser un état des lieux, donc des pratiques, donc des pratiques en matière d'éducation physique, sportive, afin d'identifier les éventuels besoins, mettre en place ou adapter des dispositifs et, bien sûr, informer. Alors, le questionnaire est centré sur le niveau de pratique d'une activité physique ou sportive des patients, sur les modalités de leur engagement dans ces activités, la fréquence, le cadre des pratiques, le niveau d'information qu'ils ont sur les dispositifs spécifiques donc, en place. Alors, elle a été diffusée de mai à juillet 2022 via la newsletter Oscar. Nous avons reçu 203 réponses, 189 répondants majeurs, parce qu'il y avait 2 questionnaires en fait, hein, et 14 mineurs. Donc je ne présenterai pas la partie mineure aujourd'hui. Nous allons relancer l'enquête mineure début 2023. Alors, un profil sociologique des répondants majeurs, je crois que c'est important s'agissant du sujet. Nous avons 95% de femmes qui ont répondu, ce qui n'est pas totalement en accord avec la file active des patients Oscar, puisque nous avons 61% de femmes chez Oscar. Une moyenne d'âge de 41 ans. 75% vivent en famille ou en couple. 53% exercent une activité professionnelle. 40% ont l'AAH. Et les revenus, 25% ont des revenus, je parle du foyer, hein, inférieurs à 1 500 €, 34% entre 1 500 et 3 000 et 29% supérieurs à 3 000. Je crois que c'est assez important s'agissant de s'inscrire à des séances de sport, etc. Pour une famille qui a plusieurs enfants, ça peut être très compliqué. Et 87% habitent à moins de 40 000 km d'une ville moyenne à grande. Donc là, on a imaginé là où effectivement on trouve les plus grands, les dispositifs en la matière. Alors, sur l'information, question sur l'information sur les dispositifs. Estimez-vous être suffisamment informé sur la thématique de l'activité physique ou sportive dans le cadre de votre pathologie ou celle de votre enfant majeur? Oui, à 31% et non à 68,8%. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, les modalités de l'information, pour ceux qui le sont, pour les personnes informées, elles l'ont été par un médecin spécialiste, à 64%,
ou bien du fait de leur initiative personnelle à 39%, ou par un médecin généraliste à 24%. Et les personnes non informées souhaiteraient avoir en priorité, on leur a proposé plusieurs propositions qu'elles avaient à classer, donc en priorité des informations d'ordre médical, sur les exercices adaptés, sur les bienfaits, les dangers de pratiquer tel ou tel sport ou APA, donc en grande majorité, et en second, des informations sur les dispositifs spécifiques à proximité donc de leur lieu de vie. On voit très bien ici, en fait, quand même le rôle central du médecin spécialiste dans l'information sur l'activité physique et aussi sur les aspects médicaux donc liés à l'activité. Alors, sur la pratique d'activité physique proprement dite, on n'est pas dans le sport, on est vraiment là sur cette partie-là, dans l'activité physique. En dehors donc de toute activité sportive, faites-vous de l'activité physique dans le cadre de vos déplacements et activités quotidiennes, de loisirs non sportifs, de promenades, etc. Donc, oui à 68,3%, non à 31,7%. Alors, sur le plan des activités physiques pratiquées et de la fréquence, on trouve la marche à 90%. En second, les tâches ménagères. Je n'ose faire le lien avec les 95% de femmes qui ont répondu. Je ne serai pas très objective. Le jardinage, la piscine, le bricolage ou les deux roues de toutes sortes, vélo, trottinette, etc. Sur la fréquence, moins de 1 heure par semaine, 12%, 1 à 2 heures par semaine, 44%, 3 heures et plus par semaine, 39%. Je vous rappelle les recommandations de l'OMS pour les adultes souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique, qui sont de 2h30 à 5 heures d'activité physique modérée, donc c'est plutôt ici l'activité physique, donc, ou 1h15 à 2h30 d'activité physique soutenue, donc qui correspond peut-être plus au sport, par semaine. Donc on est plutôt donc, en deçà ici dans ces résultats. Je vous ai mis aussi pour la population générale les résultats de l'enquête Esteban qui mettait donc 63% de femmes qui font de l'activité physique et 70% des hommes qui atteignent ces recommandations. Ça ne marche plus. Alors, l'activité physique, j'ai l'impression qu'il y en a... Ah non, c'est bon. L'activité physique pratiquée dans le cadre de dispositifs APA, est-ce que c'est une activité physique donc pratiquée dans ce cadre, prescrite par votre médecin? Oui à 26%. 26,4%, non à 73,6%, sachant que dans les oui, donc qui correspondent à 33 personnes sur les 128 qui pratiquent de l'activité physique, sur les 189 qui ont répondu, donc 85% le font via un kiné et 23% par un éducateur sportif. Les raisons de ceux qui ne pratiquent pas, là encore, on leur a fait plusieurs propositions qu'ils ont classées. Donc, en premier, ce sont des difficultés d'organisation. C'est trop lourd à gérer compte tenu de la pathologie, un manque de temps, un manque d'aide. Et aussi, revient très souvent, la peur de se blesser ou de se faire mal. Et en troisième position, les personnes évoquent des contre-indications médicales, particulièrement des risques de traumatisme ou de douleur. Donc on perçoit ici que, en fait, l'activité physique en tant que telle, l'activité physique adaptée n'est pas connue, en fait. Voilà. Un petit verbatim sur les limites par rapport à l'activité physique. Cela génère des crises importantes à la moindre activité modérée. Les activités ne peuvent être que de faible intensité, puisqu'on avait laissé un petit peu le champ libre à un certain moment pour que les personnes s'expriment dans le questionnaire. J'aimerais, mais je me sens trop mal pendant et je me décourage, je me blesse et le paie cher, même si ça me fait du bien au moral de prendre l'air. J'ai des limites physiques, des douleurs articulaires et lombaires. Pour 600 mètres, il me faut faire de nombreux arrêts et j'ai besoin de repos après. C'est une nécessité quand on ne supporte plus aucun antalgique, car l'activité physique régule la douleur si elle est accompagnée de kinésithérapie manuelle.
J'en viens à la pratique d'un sport proprement dit. Pratiquez-vous ou votre enfant majeur une activité sportive régulière? Donc ici, on est vraiment dans des rapports inversés par rapport à l'activité physique. Non, 61,9%. Oui, 38,1%. Les sports pratiqués, la marche, la natation, le vélo, le tennis, le yoga, les arts martiaux, c'est vraiment très très diversifié. Et ce sont des sports qui sont pratiqués aussi bien en association, en club, qu'à domicile. La fréquence, entre 1 à 2 heures par semaine, 61%. Plus de 3 heures par semaine, 31% des répondants. Donc on est plus ici dans des fréquences proches des recommandations de l'OMS, même si, vous l'avez vu, elles ne concernent qu'une minorité de répondants. Concernant le handisport, on avait une question sur le handisport. 7% des personnes qui pratiquent une activité sportive, c'est-à-dire 5 personnes sur 71, déclarent exercer cette activité sportive dans un cadre handisport. Et cette pratique donc, résulte d'une démarche personnelle pour la plupart, ou sur proposition d'un soignant d'autre part, médecin spécialiste ou kiné à 20% pour chacun. Les raisons de ceux qui ne pratiquent aucun sport, donc là encore, des difficultés d'organisation, c'est trop lourd à gérer compte tenu de la pathologie, manque de temps, manque d'aide, des contre-indications médicales, particulièrement des risques de traumatisme, des douleurs et une grande fatigabilité, et le manque de sport adapté donc à la pathologie et ou d'éducateurs sportifs avertis sur les questions liées à la pathologie. Là encore, je vous propose un verbatim donc, sur les limites de l'activité sportive. Ma pathologie, les douleurs, les périodes inflammatoires font que l'activité physique du quotidien, y compris la marche, la piscine de temps en temps, suffisent. Plus jeune, je faisais régulièrement de la natation, mais avec l'âge et les douleurs, je parlerai plus d'activité physique que de sport régulier. L'état physique étant très variable, je ne peux rien organiser de fixe, en quotidien ou même hebdomadaire. Je fais déjà une activité physique professionnelle dure et intensive, 8 heures par jour en moyenne, station debout prolongée, charge lourde, etc. Je ne peux pas suivre dans un groupe qui fait une activité sportive et qui se porte bien, car c'est difficile pour moi et du coup, c'est source d'échec. Alors, une dernière question visait à leur demander un petit peu quelle était leur représentation de l'activité physique et sportive. Là encore, il y avait plusieurs propositions, ils devaient les classer. Et donc, en première position, c'est un moyen de maintenir une bonne forme physique et mentale, souplesse, régulation du poids, dépense ou canalisation d'énergie, un moment de détente et un moyen de soulager les douleurs. Et quelles améliorations donc les personnes souhaitaient voir apporter dans ces dispositifs? Bon, déjà, est-ce qu'ils souhaitent voir apporter des améliorations? Oui, évidemment, à 74,1%. S'agissant des améliorations, donc c'est là où on aura du travail, plus d'informations, donc on peut supposer des guides, des fiches sur les activités ou le sport adaptés à la pathologie, sur les dispositifs en matière d'activité physique adaptée, des formations pour les professionnels, des tutos par exemple, comme le tuto kiné qu'on a lancé récemment avec Oscar, mieux former les professionnels du sport, les kinés aux spécificités donc, des pathologies, des dispositifs ou des équipements adaptés. Donc, les personnes signalent plus d'endroits adaptés en dehors des très grandes villes, des orthèses adaptées à la pratique du sport, plus d'inclusion, sortir du mode compétition, des cours en fauteuil également, et, vous l'avez évoqué, Madame Bléry, des possibilités de financement, donc qu'il y ait des dispositifs d'aide financière, ne serait-ce que pour s'inscrire à des clubs, etc. Donc, en conclusion, on peut évidemment mentionner que
il y a des améliorations absolument nécessaires hein, par rapport notamment à l'information, à la formation, aux dispositifs de financement, on vient de le voir. Et il faut quand même signaler le rôle très important hein, du médecin dans l'incitation. Et donc, c'est plus forcément, hein, depuis 2022, depuis mars 2022, les médecins généralistes, les médecins traitants, mais l'ensemble hein, des médecins, y compris spécialistes, qui sont impliqués dans la proposition de sport adapté sur ordonnance. Donc, le rôle très important du médecin dans l'incitation, dans l'autorisation, s'autoriser à pratiquer, hein, c'est souvent un frein chez les patients Oscar, et la légitimation donc à pratiquer un sport ou une activité physique adaptée. Et on constate aussi l'existence d'un grand déficit d'information hein, en général sur ces questions. Beaucoup de peur du sport par rapport aux blessures, aux douleurs, une méconnaissance aussi des dispositifs et de l'existence de professionnels compétents, donc les APA. Donc, de fait, le lien sport-APA et contexte médical, je dirais, ou alors parler du sport et de l'APA dans le contexte d'une consultation médicale, vraiment représente un acte fort d'une nouvelle vision vraiment vertueuse des choses en la matière. Et je vous ai mis en dernière diapo cette information de la HAS qui, donc, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, a un gros dossier donc, sur son site là-dessus, mais je voulais mettre l'accent là-dessus, incite vraiment les professionnels à s'informer sur la question. Le rôle des professionnels de santé est essentiel. Pourtant, des freins limitent la prescription, y compris du côté des médecins aussi, des craintes vis-à-vis des risques cardiovasculaires liés à la pratique d'une activité physique, un manque de recommandations sur les modalités de consultation et de prescription. Donc, ça c'est un webinaire qui aura lieu au mois de décembre, mais je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de choses à faire aussi de notre côté là-dessus. Voilà. Voilà pour cette enquête. Merci beaucoup. Merci à nos deux oratrices pour ces présentations très très claires. On a appris beaucoup de choses. La discussion est ouverte. On peut leur poser des questions. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions à faire sur l'activité physique adaptée? Bonjour, merci beaucoup pour d'abord cette thématique qui est vraiment essentielle. Une question concernant les maisons sport et santé. Est-ce que nous aurons une liste sur le site de l'ARS? Parce que quand on va sur le site, pour le moment, on propose aux patients d'y aller, aux médecins traitants d'y aller, mais en fait, il y a très peu d'informations, c'est très théorique. Et l'autre question, c'est donc il y a ces maisons sport et santé, mais c'est vrai que la place des APA est de plus en plus importante. Il y a beaucoup aussi de clubs qui voudraient peut-être s'investir et il n'y a pas de plateforme pour échanger avec ces personnes parce que c'est vrai qu'on a des patients qui viennent en maladies rares de toute la France, hein, en tout cas d'un grand bassin de population. On ne peut pas être en lien direct et connaître tous les réseaux. Et c'est vrai qu'il manque une structure de mise en relation pour pouvoir à la fois les former et puis avoir un retour sur ce qui est fait et les éventuelles difficultés. Donc, sur les maisons sport santé, j'avoue, le site de l'ARS n'est pas tellement à jour. En fait, on attend la fin du 4e appel à projet. On aura l'ensemble des maisons sport santé reconnues. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, en plus, c'est que donc là, il y a eu 4 appels à projet. Donc, on va arriver à plus de 500 maisons sport santé sur le territoire national. Mais ces maisons sport santé, comme on l'a un peu évoqué, elles ont un peu des statuts très très variés. Hein. Donc ça peut être un établissement, comme un établissement de santé, comme un club de sport, comme parfois c'est des communes, etc. Bien sûr, elles ont répondu à un cahier des charges avec des missions assez précises, donc à la fois en gros d'expertise et d'orientation. Mais voilà, on sait qu'elles sont forcément chacune, en fonction de leur mission de départ en fait, et de leur essence, confrontées à des difficultés. Donc,
En Ile-de-France, on avait prévu de le faire. On va toutes les rencontrer pour essayer de les accompagner et les aider, entre autres, à être peut-être plus visibles, par exemple, dans leur territoire. Mais de toute façon, dans la loi, il est prévu que l'ensemble maintenant des maisons sport santé ait une sorte d'autorisation, hein, au sens code de santé publique. C'est un petit peu moins contraignant que l'autorisation, mais ce sera des habilitations. Donc les anciennes maisons sport santé auront une procédure un peu allégée, mais les nouvelles vont devoir candidater comme pratiquement un service hospitalier qui voudrait bénéficier d'une autorisation. Donc ça veut dire que on va être plus exigeant peut-être et plus accompagnant aussi pour leur permettre de répondre à leur objectif. Donc si vous allez sur le site, parce que là nous c'est les régionales, mais si vous allez sur le site du ministère des Sports, si vous cliquez sur l'onglet Maison Sport Santé, et je pense que c'est pareil sur le site du ministère de la Santé, il y a une carte avec toutes les maisons Sport Santé de tous les territoires nationaux. Donc nous, en Ile-de-France, pour répondre à la deuxième question, je ne l'ai pas mis là parce que comme ce n'était pas ciblé sur l'Île-de-France, mais beaucoup de régions ont des dispositifs et en fait on voit bien que voilà, là l'heure est à la promotion des dispositifs. On a un dispositif qui s'appelle Prescriform, donc vous pouvez regarder si vous êtes francilien dans Google, hein, Prescriform. C'est un site internet qu'on est en train de revoir mais qui existe quand même, qui est ouvert à tous les médecins, professionnels du sport usagers, avec évidemment des onglets et des infos un peu différentes. Mais sur ce site, il y a tous les documents d'aide à la prescription pour les médecins, il y a les ordonnances types, il y a les documents pour faire son bilan, son autobilan, son questionnaire, etc. pour le patient. Et il y a une cartographie avec toutes les structures bien au-delà des maisons sport santé, toutes les structures qui sont reconnues avec des prérogatives différentes, donc du club sportif jusqu'à la maison sport santé, mais avec une gradation. Et pour chaque structure, il y a un petit commentaire sur les compétences en fait qui sont au sein de la structure. Donc l'idée, c'est que pour les professionnels et les personnes, ce soit beaucoup plus facile de s'orienter. On voit bien, nous, que d'abord les médecins, historiquement médecins traitants, mais maintenant tous les prescripteurs. La question, c'est comment on fait, au fond, pour prescrire le sport santé, c'est quoi ? Oui, en fait, il y a quand même un cadre, et c'est vrai que j'ai oublié de parler du webinaire, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire, parce que la HAS a énormément travaillé sur le sujet et a fait des outils quand même assez faciles d'utilisation. Et après, après, je l'adresse où, mon patient ? Et c'est vrai que ce réseau-là, il est en cours de construction. En fait, il y a plein d'outils, et maintenant, il va falloir les mettre, les rendre visibles, les promouvoir. Et c'est vrai que la loi va quand même nous aider parce que c'était assez restrictif. Nous, en Ile-de-France, on avait une audace incroyable d'inclure les obèses et les hypertendus, les patients obèses et hypertendus dans les bénéficiaires, entre guillemets, de l'activité physique. Mais au sens strict de la loi de 2016, ce n'était pas dans le cadre. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Partiellement, peut-être. Bonjour, Nathalie Quintero, je suis médecin de médecine physique et réadaptation et je sais que l'hôpital de Saint-Maurice, qui est pas très loin d'ici, bénéficie de cette label Maison Sport Santé, mais qui a été fait à la demande de Dr Cole et elle, chez les adultes, elle bénéficie. Nous, on a un autre pôle qui est la partie pédiatrique. Comment on pourrait bénéficier aussi de cette label? On l'a déjà utilisé parce qu'on a organisé des journées multisports et avec notamment nos APA du pôle, mais on n'est pas forcément dans un lien direct pour tout ce qui est avec vous. Comment on pourrait bénéficier de ça? Merci. Alors justement, ça rejoint un peu une réflexion. Parce qu'en Ile-de-France, avant les maisons sport santé, donc qui datent de 2019 en gros, on avait déjà essayé de labelliser des structures de recours. Donc normalement, dans tous les départements, il y a ce qu'on appelle, nous, des centres prescriformes, c'est notre label. Dans Paris Intramuros, par exemple, c'est l'Hôtel Dieu. Et après, dans chaque département, il y a au moins 2 centres dits prescriformes. Donc ces centres-là, voilà, ils ont un niveau d'expertise
Et ils aident aussi les professionnels à prescrire. Et j'ai oublié de vous dire aussi, mais bon, je ne voulais pas cibler sur l'Île-de-France, on a aussi une plateforme téléphonique, nous, qui est dédiée aux professionnels pour les aider à prescrire. Je pourrais vous donner toutes ces infos. Mais si vous allez sur le site Internet Prescriform, il y a toutes ces infos-là. Après, donc, il va y avoir des nouvelles fenêtres de dépôt de candidature pour être reconnues maison sport santé. Ça va être des sortes d'appels à projets qui vont apparaître, j'imagine, une fois par an. Donc, il y a des financements donc, qui ne sont pas forcément... C'est pas, comme je vous disais, c'est pas du côté de la santé, c'est pas encore très structuré, mais pour autant, nous, on finance quand même certaines maisons sport santé. Le ministère des Sports finance aussi certaines maisons sport santé. Et dans certains cas, on finance des programmes dits passerelles, parce qu'en fait, souvent, la remise à l'activité physique, enfin, je crois qu'il y a des APA qui interviennent après, donc ils pourront mieux en parler, mais c'est souvent des programmes de 3 mois, éventuellement renouvelables. Enfin, vous verrez dans les recommandations de la HAS, c'est ce qui est préconisé, un accompagnement sur 3 mois. Et dans certains cas, certains territoires, nous, on a financé aussi ces programmes-là. L'intérêt, après, nous, la réflexion qu'on a eue, c'est justement, comme c'est très généraliste, au fond, ces dispositifs, mais que l'idée de base, c'était surtout de mettre en réseau tous les gens et d'aider déjà à faire la promotion et aider à la prescription. Mais c'est vrai que maintenant, en Ile-de-France, on va avoir quand même au moins 80 maisons sport santé sur le territoire francilien. Ce serait peut-être de reconnaître des maisons sport santé un peu spécialisées dans certains domaines, parce qu'on voit bien, exemple aujourd'hui, peut-être qu'il y a des spécificités qui sont au-delà des recommandations de la HAS sur le diabète, etc., les grandes pathologies. Donc on voit bien que nous, par exemple, on a eu pas mal de candidatures en santé mentale. On a eu plusieurs établissements qui voulaient vraiment développer cette activité. Et ce n'était pas forcément l'idée de départ, mais maintenant, nous, on réfléchit en Ile-de-France, en tout cas, à pouvoir aussi indiquer aux prescripteurs des centres de recours spécialisés en fait, dans certaines disciplines. Vous donnerez les informations, on les mettra. On a encore le temps pour une dernière question. Je me permets de rebondir. Constance Salmon-Petit, médecin de médecine physique et de réadaptation et médecin du sport. Et je voudrais apporter un petit point de vigilance aux gens qui adressent les personnes dans les maisons sport santé, les programmes passerelles et les associations diverses. C'est qu'en dehors du fait de donner parce que même pour les programmes passerelles et les maisons sport santé, en fait, les patients se voient mis en difficulté lorsque la maison ou le programme n'est pas adapté. Et donc moi, je m'intéresse pas, mais je prends en charge plus particulièrement des personnes en situation de handicap. Et malgré les centres référents, etc., on se rend compte que tous ces programmes ne sont pas adaptés et ouverts à tous encore. Donc il y a encore du travail. Et donc ça c'est pour la piste de réflexion. Mais le point de vigilance pour les adresseurs, c'est se renseigner avant auprès de la structure si votre patient correspond au profil où il peut être bien pris en charge ou pas. C'était juste ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail. On est un peu, pas au début, mais pas loin du début quand même sur le sujet, sur le sport santé et handicap. Donc c'est un projet régionalement, on va essayer vraiment de travailler là-dessus. Et après, je pense que les APA le diront tout à l'heure, eux-mêmes, normalement, si c'est un APA un éducateur sportif, un APA formé, il doit... S'il considère que sa compétence n'est pas celle qui est requise pour prendre en charge le patient, lui-même devrait le réorienter. Mais l'idée, c'est quand même que chaque praticien puisse avoir son petit réseau, entre guillemets, de correspondants, qui ait une certaine fluidité. Donc c'est ce qu'on va essayer de construire. Écoutez, merci beaucoup pour cette matinée très riche. On a une petite... animation à vous proposer avant de partir déjeuner dans la salle qui est juste à côté. On se retrouve à 14h. On appelle nos 2 APA, parce qu'on en a beaucoup parlé, nos animateurs, qui vont nous proposer une petite mise en forme pour aller déjeuner. En attendant qu'il démarre, je vous signale qu'il y a aussi des stands liés à l'activité physique adaptée dans le hall que vous pourrez aller voir, la Fédération française des APA et une association qui s'appelle Ciel Bleu. Du coup, bonjour à tous. L'idée, c'était, avant d'aller manger, de vous montrer un petit échauffement qu'on propose en séance.
en sachant que je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Vous connaissez votre corps mieux que moi. Donc l'idée, ça va être, si je montre un mouvement, et vous savez qu'il ne vous est pas adapté, évidemment, vous ne le faites pas, c'est juste pour vous montrer les grands principes qu'on va appliquer en séance, en début de séance, en activité physique adaptée. Du coup, je vais m'installer sur une chaise, on va faire un échauffement en position assise. Si vous avez des sacs devant vos pieds, essayez de les pousser un peu sous les chaises des gens devant vous pour pouvoir tendre les jambes si c'est possible. Donc je vais m'installer. Et moi, je prends les photos. Pour les personnes en fauteuil, si les cale-pieds vous gênent et que vous pouvez enlever vos cale-pieds, vous pouvez le faire et mettre les freins sur le fauteuil pour éviter le basculement. Et s'il y a des personnes qui ont été opérées de certaines articulations, les hanches notamment, s'il y a des flexions de hanches, vous savez que vous ne pouvez pas les faire, ne les faites pas. Et sur les extensions de membres, s'il y a des coudes opérés, des épaules opérées, que vous savez que ça vous fait mal, ne le faites pas. Pour les épaules, j'anticipe un peu. Tous les mouvements que je vais proposer vers l'avant, vous pouvez les faire vers le sol. Pour diminuer un peu le bras de levier, ça fera moins mal. Et pour les extensions de jambes, effectivement, si les ischios sont trop raides ou que c'est douloureux, ne faites pas des extensions complètes, ne forcez pas sur un échauffement très classique. Ce que je vous propose, si c'est possible, on va décoller le dos du dossier de sa chaise et on va imaginer qu'on est attaché par un fil au plafond pour se redresser. Vous avez le droit de creuser un petit peu le dos, il n'y a pas de problème. Et on va commencer par les épaules en levant les épaules aux oreilles une dizaine de fois. Si le mouvement n'est pas possible, alors dans l'amplitude complète, ce n'est pas un problème, évidemment. Et si ce n'est pas du tout possible, vous pouvez tout à fait vous imaginer en train de le faire. Ce n'est pas les mêmes circuits qui sont activés, mais ça fonctionne. On relâche et on va enchaîner avec les épaules. Et deux possibilités. Soit vous n'avez pas mal aux épaules et vous pouvez venir faire une rotation avec le coude, tout simplement. Soit l'épaule est douloureuse. Laissez votre la main sur la cuisse et faites tourner uniquement le sommet de l'épaule. Ils ont l'air de souffrir. Surtout ma chef. On repart dans l'autre sens. Donc là, c'est un échauffement sans matériel, très classique. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. J'insiste, c'est vraiment un truc généraliste. On relâche et on change de côté. Et c'est la même chose. Une dizaine de tours, si c'est possible, uniquement avec le sommet de l'épaule. Du bras, pardon. Et on relâche. Pour les bras, plusieurs possibilités. Soit vous êtes un peu sensible au niveau du coude notamment, et dans ce cas-là, je vais vous proposer de venir mettre les mains sur les genoux et d'amener les mains le plus possible vers les épaules. Vous n'êtes pas obligé de toucher l'épaule à chaque fois. Si l'amplitude complète vous est inconfortable, vous pouvez vous arrêter à la moitié du chemin. Et s'il n'y a aucune douleur, on va plutôt se mettre en position de boxe pour venir boxer en faisant attention à ceux qui ont des voisins devant eux. Pour venir boxer soit à hauteur des yeux si les épaules ne sont pas douloureuses, soit directement vers le sol si vous avez mal aux épaules. Si le mouvement des bras n'est pas possible, c'est comme tout à l'heure, on n'hésite pas à imaginer la contraction des biceps pour ramener la main vers l'épaule et le relâchement. S'il n'y a pas de difficulté, effectivement, vous pouvez faire une petite accélération. On commence à essayer de contracter un petit peu les abdos. Et on relâche. Quand j'ai des personnes depuis un certain temps, je vais aussi faire les muscles cervicaux. Je ne le fais pas aujourd'hui, on ne se connaît pas assez, on va éviter de se faire mal au cervical d'entrée de jeu. On va passer au dos, pour ceux qui peuvent. Donc avec le dos décollé du dossier, on va croiser les bras sur la poitrine. Et on va venir basculer vers l'avant. Attention, ce n'est pas vers le sol. Ce que je vous demande, c'est vraiment de contracter, d'avancer le buste et revenir. C'est vous qui décidez de l'amplitude. Si elle est confortable sur une toute petite amplitude, vous faites une toute petite amplitude. Si vous pouvez faire plus grand, vous faites plus grand. Si vous avez le dos dans le dossier et que le mouvement n'est pas possible, c'est toujours pareil, on imagine, on essaie de contracter les muscles pour emmener un décollement du dos du dossier, et on relâche. Vraiment, n'hésitez pas à creuser un peu le dos, sauf si c'est inconfortable, s'il y a des arthrodèses, c'est la première fois qu'on se voit. Et on relâche. Et on va faire la même chose en rotation. Toujours pareil, amplitude de confort. Si vous pouvez aller complètement à droite et complètement à gauche, vous le faites. Mais si l'amplitude de confort elle est moindre, il n'y a pas de problème.
Normalement, je demande une dizaine de répétitions. L'idée, c'est que les gens puissent le faire chez eux en retenant le chiffre 10, qui est très facile. Vous pouvez relâcher et vous asseoir confortablement tout au fond de votre chaise. C'est pas grave si vos pieds touchent plus le sol. Et on descend d'un étage, on va passer aux cuisses. Donc soit on peut le faire avec les deux jambes, soit il n'y a qu'une seule jambe. C'est vraiment vous qui faites soit sur le confort, soit sur vos capacités. Si vous avez les fémurs sensibles, si quelqu'un a été opéré récemment ou s'il y a eu une fracture récente, soit vous ne le faites pas, soit vous pouvez essayer de surélever un peu en mettant les mains sous les cuisses pour faciliter le mouvement. Je vais vous demander de faire une extension de jambes, chacun et chacune à son maximum, dans l'amplitude qui vous est propre. Si les deux jambes en même temps c'est trop, vous pouvez faire qu'une seule jambe. On essaye de recruter les abdos, on rentre le nombril et c'est parti pour 20 secondes. Avec les chaises, excusez-moi, oui, c'est un peu plus court. Si vous avez mal au genou, diminuez la fréquence. Et on peut tout à fait faire une seule jambe s'il y a besoin. Il reste 5 secondes. Et on relâche. En séance, normalement, j'aurais demandé, si j'ai 8 personnes avec moi, à chaque mouvement, quelles sont les sensations. Voilà, sur une première rencontre, hein, j'attaque rarement avec autant de... Comment dire, on enchaîne un peu moins les mouvements. Toujours sur le même principe, on va venir tendre une jambe à fond et on essaie de ramener les orteils vers soi. Ça peut tirer, c'est normal. On n'hésite pas à s'arrêter avant l'extension complète s'il y a la moindre douleur. Une jambe après l'autre. Chacun à son maximum. Et on va chercher à ramener les orteils vers soi, même si l'extension de jambe n'est pas possible. Et donc là, j'essaie de voir en séance si les gens ont mal aux genoux, si les releveurs des orteils fonctionnent ou pas. Voilà, c'est vraiment... j'essaie de regarder un peu chez chacun ce qui se passe. On relâche et on enchaîne avec les chevilles. Pour les chevilles, attention, par expérience, du coup, c'est ce qu'on dira cet après-midi quand on parlera. Chez les personnes qui ont par exemple un syndrome de Morquio, les chevilles peuvent être sensibles. Faites attention à ne pas faire de rebond, pas d'impact dans le sol avec vos pieds. On va chercher plutôt au contraire à amortir pour venir ramener les orteils à fond, puis les talons. S'il n'y a aucune difficulté, aucune douleur, on peut faire des rebonds, on peut mettre de la vitesse, c'est pas un problème. Et l'idée, c'est vraiment de ramener le plus possible les orteils vers soi, puis les talons. Et si vous y arrivez sans difficulté, vous pouvez faire les orteils d'un côté, le talon de l'autre. Et on alterne. On relâche. Et pour finir l'échauffement, en général, et là ça dépend pour le coup vraiment des personnes que j'ai en face de moi. Là par exemple, en service de rhumato, c'est un truc que je ne fais pas en début de programme. Donc si vous avez des douleurs aux chevilles ou aux poignets, ne le faites pas. On va proposer simplement des rotations de chevilles. Si les rotations ne sont pas possibles, on reste sur des flexion dorsale et flexion plantaire de cheville. Et on essaie de faire une rotation du poignet à l'opposé. On change de sens. On relâche, même chose de l'autre côté. Si vous voulez, vous pouvez tourner dans un sens le pied et le poignet dans l'autre, mais c'est plus difficile. On change de sens. Et on relâche. Ah. Et donc là, par exemple, sur une séance, c'est un truc très classique, voilà, je serai allé beaucoup plus lentement, mais en échangeant avec les participants, je vais savoir ceux qui ont mal au poignet, ceux qui ont mal aux chevilles, chez ceux qui c'est plutôt les genoux qui sont douloureux, voilà. On va essayer pour anticiper les adaptations de la future séance. Donc vous vous êtes échauffé, vous avez le droit d'aller manger.